Donc est-ce que tu peux te présenter? Donc bonjour à tous, je m'appelle Julien Casier, je suis responsable donc, de la Gracie Bar à Paris, donc là on se trouve aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur moi? C'est vrai que je suis toujours un peu shy quand je dois parler de moi, parce que pour le coup moi je me suis toujours considéré comme un membre de l'équipe, plus que finalement vraiment comme autre chose à titre perso. J'ai rejoint la Gracie Bar en 2004. À l'époque, fraîchement ceinture blanche, débutant dans le jiu-jitsu et avec très peu d'expérience. Et depuis, j'ai jamais quitté la maison. Je dis la maison parce que j'ai été accueilli comme si j'étais chez moi à l'époque. Et puis finalement, je m'y suis épanoui, je me suis développé, j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui, avoir 3 académies dans Paris, un staff qui est plutôt sympathique parce qu'on a réussi à développer une belle famille entre nous. Et puis un certain nombre d'élèves qui est aujourd'hui assez important et assez sympa aussi. Donc voilà. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus que maintenant j'arrive sur mes 39 ans, donc mine de rien, ça y est, tous les jours on se rend compte qu'on vieillit et qu'on rajeunit pas. Que j'ai la chance d'avoir une femme super, deux enfants géniaux, et je les cite parce qu'en fait, ils ont grandement participé aussi à mon évolution au quotidien. Et je le dis souvent, mais j'ai fait mes plus belles années de compétiteur après avoir été père. Une fois que j'ai relâché la pression et je me suis rendu compte que finalement le plus important c'était d'être le champion du monde pour mon fils et ma fille et plus pour les autres, quoi. D'accord. Tu parlais de ton lineage, toi tu es l'un des rares Français à avoir obtenu ta black belt au Brésil. Alors, j'ai obtenu la black belt aux États-Unis. Oui. Le maître avait déjà bougé aux États-Unis. En fait, moi j'ai obtenu mes ceintures de la part de la main de Carlos directement. Ma violette tout de suite après les Worlds en 2005. Ouais. Pareil pour la black belt, mais du coup à cette époque, en fait, la Gracie Barra a déménagé aux États-Unis en 2009. Et après, en même temps que les mondiaux, en fait, finalement, quand on a réfléchi. D'accord. Et j'ai obtenu donc ma black belt dans la foulée, là-bas directement à Irvine. Ouais. Mais donc tu es l'un des rares Français qui t'es, parce que tu t'es quand même entraîné longtemps au Brésil, Moi, avant la black belt. J'ai la chance en fait d'avoir été pris en main par mon professeur qui est toujours directement, je suis sur le lignage, donc Ratinho, qui à l'époque s'est très vite dit bah écoute, si on allait au Brésil, et finalement je l'ai suivi. Est-ce que c'était inconscient, est-ce que c'était un coup de folie à l'époque, je sais pas, mais en tout cas j'en ai tiré des satisfactions et finalement on dit souvent que dans le jiu-jitsu on sort de sa zone de confort. Moi à l'époque je suis vraiment sorti de ma zone de confort en bougeant là-bas. T'es resté combien de temps là-bas? La première année on a fait 7 mois, 8 mois, je me souviens plus. La deuxième on y est retourné pour 6 mois et la troisième on a encore fait 6-7 mois. Ouais. Et en fait, dans le fond, là-bas, j'ai été accueilli à l'époque. Enfin, il faut se remettre dans le contexte de 2004-2005, lorsque c'était la Gracie Barra. Il y avait une grosse équipe de MMA. On se rend pas compte, mais c'était l'époque où il y avait Petpano, Petchumbo, Chimou. C'était encore les grands moments du Pride et tout ça. Donc il y avait une grosse équipe de MMA. Donc moi, je faisais les cours du matin avec l'équipe de MMA là-bas à 10h à la Gracie Barra à Tijuca. L'après-midi, on avait aussi tous les compétiteurs qui venaient s'entraîner en vue de préparation des mondiaux. Et puis le soir, il y avait les cours complètes. Donc moi, j'ai eu la chance à l'époque d'être accueilli par Marcio Fetosa, par Flavio Almeida, Jefferson Moura, avec lequel j'ai fait tous mes cours. Je connaissais déjà très bien Lagarto, de qui je suis très proche, Brolio aussi. Et c'est vrai que j'ai grandi du coup aux côtés de Victor Estima aussi et tous ces gens-là. Je me souviens tout à fait de ces moments-là en fait, parce que ça me marque beaucoup. C'est le soir, tu arrives sur le tapis, il est 18h, tu tournes la tête, Mario Reis venait de nous rejoindre. Tu avais Mario d'un côté, Brolio et son frère de l'autre. Tu te retrouvais avec Roger qui s'entraînait dans un coin avec Lagarto. Oui, qui était tout jeune, et puis là c'est que du casting 4 étoiles quoi. Et c'était ouf. Voilà, et moi j'ai grandi là-dedans. Donc ouais, c'est vrai que et le maître m'a beaucoup aussi influencé sur sa façon de penser, sur sa façon de prendre du recul. Il m'a beaucoup impressionné aussi à l'époque sur le fait que il a quand même un certain âge et il arrivait encore à nous attraper comme si on était des sacs de paille, fétus de paille pardon, et c'était assez bluffant pour moi et j'ai beaucoup appris. Donc on dit souvent ça t'apprend l'humilité, mais quand tu as quelqu'un qui a 25 ans de plus que toi et qui te sweep 3 fois en te regardant et pas essoufflé, tu te remets quand même beaucoup en question et tu te dis bon peut-être que j'ai loupé un truc. Ah, pour progresser c'est top. Donc non, ouais, j'ai eu cette chance-là et je le dis tout le temps, je me souviens toujours de mon premier jour à la Gracie Barra où Jefferson m'accueille en bas, parce qu'à l'époque en fait à la Matrix, il y avait un club de fitness au premier étage, enfin au rez-de-chaussée. Et Jefferson qui t'accueille au rez-de-chaussée, tu montes, il y a Marcio qui vient te chercher. Enfin, c'était un rêve pour moi à l'époque, c'était assez dingue quoi. Et j'ai gardé ça vraiment avec beaucoup d'affect et beaucoup d'émotion parce que on disait tout à l'heure que moi j'ai grandi dans l'académie, voilà, j'ai commencé par ça, j'ai connu ça assez vite et j'en garde encore beaucoup de très bons souvenirs. Mais t'as jamais eu la possibilité enfin non pas la possibilité, mais l'envie de changer un moment. Toi t'es rentré tout de suite dans ce lineage-là, t'as été reçu comme si on t'accueillait dans une famille. Jamais, jamais, ça m'a même jamais traversé l'esprit. Honnêtement, j'avais pas d'argent, j'avais aucune connaissance, j'avais rien à leur apporter à l'époque. À part un peu de force et de quoi faire quelques sparring, mais rien du tout. Et j'ai été accueilli comme si j'étais leur meilleur ami, ils me connaissaient depuis 20 ans et comme si tout pouvait se faire.
Peut-être qu'à l'époque, j'enjolive beaucoup la situation quelques années plus tard, mais moi j'ai toujours eu cette impression, et quelques années encore après, quand on est ensemble, que j'ai été accueilli comme dans une famille tout de suite. Donc ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire que j'avais quitté l'académie. Bah, c'est l'une des particularités de Gracie Barra aussi, c'est qu'il y a beaucoup, il y a d'autres académies qui se sont créées, je pense à les Brazza à l'époque, enfin plein d'autres académies, puis après qui sont encore morcelées, reséparées, ou même ce que moi j'ai connu par rapport à mon lineage avec Alliance, Phoenix, machin. Mais oui, c'est l'une des particularités de Gracie Barra aussi, c'est qu'il y a les gens sont très attachés à la qualité de l'enseignement, à la qualité des lieux aussi généralement, parce que voilà, tu as un environnement, et puis tu as cette culture aussi de l'esprit de famille, quoi. Et puis, je pense que par rapport à beaucoup d'académies qui se sont créées à côté, quand on prend un peu l'histoire de la Gracie Barra, sa fondation en 86 et tout ce qui va avec, l'académie porte pas le nom du maître. Elle s'appelle Gracie Barra, elle porte le nom du quartier. Et il y a toujours eu ce côté, l'académie en fait c'est pas une personne. Elle appartient à ceux qui viennent et qui la font vivre. Elle nous appartient à tous, en fait, on est la Gracie Barra. Et pour moi c'est un truc que j'ai pigé assez vite. Et je me suis vraiment senti bien dans cet esprit-là de me dire, on est une famille, on est une équipe, on avance ensemble, on grandit ensemble. Et quand on perd ensemble, quand on doit remonter la pente, on va la refaire ensemble. Et il y a vraiment un côté groupe. Et ça, on l'a encore vu récemment pendant le Covid. Je crois qu'on ferme l'académie, on décide nous de fermer physiquement le 14 mars. Le 17-18, j'étais déjà en meeting avec Flavio Almeida et Sébastien Marseille et tous les autres. Bon les gars, on va pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on gère le truc? On va trouver des solutions, on va s'entraider. Vous inquiétez pas, on vous laisse pas tomber. Et ça, c'est un truc qui a toujours été très fort. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert que le jiu-jitsu à l'époque, et c'est ça toujours aujourd'hui, c'est le plus collectif des sports individuels. C'est-à-dire quand tu combats pas tout seul. Tu combats parce que tu as un coach, tu as les mecs qui vont crier pour toi, qui vont te soutenir, tu as le mec qui va aller chercher ta bouteille d'eau quand tu n'as plus rien dans le sac, tu as le gars qui va venir te taper sur l'épaule si tu vas pas bien. Il y a toujours une personne qui vient là pour ça. Ceux avec qui tu tournes toute l'année. Et c'est tous ceux qui te préparent, ceux qui vont t'aider. Et c'est en fait c'est ce groupe en fait qui est important. Et ça, moi je me suis senti tellement bien dans ce groupe dès le début que ça ne m'a jamais traversé l'esprit de me dire tiens, on me fait une académie à ton nom. Mais qu'est-ce que les gens viendraient faire Julien Cazzi Academy? Ouais. Non, mais c'est une très bonne réponse. Il n'y avait pas de mauvaise réponse, mais c'est une très bonne réponse. Donc toi, Gracie Barra Paris sous sa forme, on va dire, actuelle, toi tu as repris les rênes quand? 2009. En fait, 2009, mon professeur à l'époque décide de partir aux États-Unis parce qu'il avait une très belle opportunité. Et il me dit écoute, là, à l'époque, il faut remettre aussi dans le contexte 2009, le jiu-jitsu n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc l'opportunité pour lui a été quand même assez restreinte. Les États-Unis s'ouvraient, c'était la pleine expansion des US. Il me dit écoute, moi je pars. Il m'avait formé quand même de façon à pouvoir prendre les rênes à un moment donné. Il était question que je commence à donner de plus en plus de cours. Je l'en avais déjà donné pas mal avant. Il me dit bon bah voilà, maintenant c'est pour toi quoi. Donc on a remonté l'académie en fait administrativement avec Maxime qui maintenant vit au Japon, qui est mon témoin de mariage, un de mes meilleurs potes. Enfin, voilà, on a grandi dans le jiu-jitsu aussi ensemble. On était au Brésil ensemble aussi. Et à un moment on s'est regardé, on fait bon, on a 3 cours par semaine, ok. Comment est-ce qu'on fait pour avoir plus? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un chez nous? Enfin comment est-ce qu'on fait pour se développer? Quel plan on met en place? Donc on a commencé par reprendre une petite structure, puis une plus grosse, et puis un jour on s'est dit on a les reins assez solides maintenant pour prendre notre propre local et le développer pour nous et puis bosser pour les autres. Et puis après une deuxième. Puis vous avez été innovant aussi là-dessus parce que je me souviens qu'il y a eu une opération de crowdfunding pour ce local-là. À l'époque en fait on voulait aussi, alors il y avait 2 raisons pour lesquelles on avait lancé un crowdfunding, c'est qu'on voulait à la fois faire participer les gens, se dire c'est pas que nous en fait, elle est aussi à vous et donc il n'y avait rien de plus intéressant pour eux que de se lancer dans le projet. Et puis parce qu'en même temps ça nous a permis de pouvoir un peu doubler ce qu'on voulait faire par rapport au budget. On s'est dit cool quoi, on a une occasion de le faire et voilà. Et c'est vrai qu'on avait lancé la première opération à l'époque en 2000, l'académie telle que tu la connais aujourd'hui où on est, ces murs-là rue Ganneron, on a ouvert le 4 septembre 2017. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle on veut ouvrir la nouvelle dans le 15e le 4 septembre 2020. Parce que dans le plan de croissance c'était ça, c'était 2017, 2020, 2022 ou 2023. Donc voilà, on tient à cette date parce que on se dit qu'après tout, il y a un vrai truc à faire. Ouais, donc aujourd'hui sur Paris, vous avez ce lieu-là, vous avez Invalide et vous avez ce nouveau lieu. Invalide qu'on a développé. Je dis souvent maintenant, je suis comme le gardien, j'ai des clés. Donc Invalide, on l'a fortement développé. On le garde maintenant beaucoup pour les événements parce que c'est une salle qui est grande, qui est aérée, centrale, qui est très centrale et qui nous permet d'avoir très carte postale. Ouais. Et qui est géographiquement exactement située, mais c'est quasiment à la minute près, entre les deux académies. Elle est équidistante des deux. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'entre Ganneron et maintenant Vaugirard, en plein milieu, tu as les Invalides. Donc on trouvait ça plutôt chouette d'avoir cette ligne. C'est la même ligne de bus, enfin, c'est très drôle quand on y réfléchit, on l'a même pas fait exprès, mais finalement ça s'est goupillé. Ouais, le truc se tient de bout en bout. Ça se tient de bout en bout et c'est très cohérent. Et là on ouvre donc Vaugirard, le 374 rue de Vaugirard,
Là, le 4 septembre aussi. D'accord. On finit les travaux. Et au niveau des black belts qui font tourner Gracie Barra Paris, donc il y en a qui seront dédiés à des lieux précis où vous allez tous tourner? Alors en fait, on a réparti Il faut savoir que dans chaque académie, tu as un programme directeur. Le programme directeur, ici, c'est Willy, toi tu le connais, et ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous invite à venir le découvrir, c'est un personnage. À Vaugirard, ça sera Karim, qui nous a rejoint, qui est en formation, qui est aujourd'hui en stage programme directeur. Et donc, si tu veux, chaque académie a son programme directeur qui est en charge en fait, de l'exploitation, de la gestion et du développement de l'académie. C'est la relation avec les élèves et tout ce qui va avec. À côté de ça, tu as un prof référent. En l'occurrence, ici à Ganneron, ça sera Lucas, qui est mon bras droit. Je pense que beaucoup de gens connaissent Lucas aussi. C'est plus que mon bras droit, c'est un membre de ma famille, c'est quelqu'un que je considère comme mon fils adoptif. Hein. Voilà, je pense que, voilà, je le dis souvent, mais j'irai en enfer pour lui s'il faut. Donc, Et de l'autre côté, en fait, on a Cassio, qui est, lui, je peux pas aller en enfer, il y est déjà, mais pour le coup, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime aussi, qui va devenir l'équivalent de Lucas, donc sur Vaugirard. Et moi, je vais rayonner en fait au-dessus, à gérer 3 jours sur l'un, 3 jours sur l'autre, et puis aller avec Vénino après sur les Invalides. Vénino a vocation à prendre des responsabilités, lui sur les Invalides. Sur les Invalides, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes tu diriges probablement la plus grosse académie en termes de nombre d'adhérents ou d'inscrits. Gracie Barra Paris répartis sur ces 3 lieux-là, c'est grosso modo combien de personnes, sans trahir de secret? Entre les cours enfants, la partie compétiteur, la partie adulte, la partie c'est vrai que tout mélangé. Je communique peu sur ce chiffre parce que j'ai toujours voulu faire hyper attention à la communication qu'on avait là-dessus, à dire on est à tant d'académies. Tu sais, je trouve ça très nombriliste et très, très égocentrique de dire moi j'ai une académie qui fait 500 personnes aujourd'hui. Ouais, mais d'un autre côté, pour les gens qui sans forcément pousser la réflexion trop loin, déjà tu as 3 lieux, donc il y a un moment faut que ce soit légitime. Mais c'est vrai. Le mec qui te dirait j'ai 200 personnes dans une salle de 15 mètres carrés dans laquelle il a 3 slots par semaine, il y a un moment c'est de la flûte. Mais... On a commencé à, en fait, je me souviens, j'ai fait ce petit discours en fin de saison, là, je leur ai expliqué. On a commencé en 2009, on était 15, on avait fait un tableau Excel pour savoir comment on allait payer le loyer et comment est-ce qu'on pouvait faire pour gérer nos 2 ou 3 cours par semaine à Saint-Jean. Aujourd'hui, avant l'ouverture de Vaugirard, on était 457 ou 458. Et donc il faut compter avec Vaugirard ce que ça va donner par la suite. Donc ça, j'ai bien des projections, rassure-toi, sur un tableau. Mais, bon. Non mais déjà à date, voilà. Mais déjà à date, tu comptes entre 450 et 460 personnes. C'est une belle structure, c'est une belle académie. Je pense qu'on a le potentiel encore pour faire beaucoup plus. Paris, c'est une grande ville. J'ai vu qu'il y a des gens d'autres profs qui avaient développé des très très belles académies aussi et qui commencent à grandir. Et moi, je salue le travail de personnes comme Nicolas Régnier, par exemple. J'ai vu qu'il a fait un super boulot. Oui, puis qui a été un des précurseurs aussi, Nicolas, avec sa salle et tout. Vous avez fait un super boulot aussi en termes d'ambiance familiale. Oui, voilà, nous on est plus dans le storytelling. Voilà. Ouais, mais je trouve ça très cool parce que je pense que chaque académie doit avoir son ADN. Son identité, son ADN. On peut changer les codes, mais on ne change pas l'ADN. Ouais. Et donc nous, on a vocation à pouvoir développer, et ça a été le leitmotiv, en fait la baseline de l'académie pendant longtemps, c'est Jiu-Jitsu for Everyone. Voilà, aujourd'hui on est dans le développement, on souhaite derrière en ouvrir une 3e à l'horizon de 2 ou 3 ans, on continue à aller grandir dans Paris, et puis après la vocation de la Gracie Barra, la vocation du maître, de toute façon ça a toujours été de dire une académie dans chaque ville. Et ça vient en fait au-delà du business, parce que je sais que pour beaucoup de gens c'est un business. Il ne faut pas l'occulter parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, et le business, ça part de tout ça. Puis même avoir de l'électricité, des tapis, ça coûte quoi. Mais il y a une notion très philosophique en fait derrière, sans faire de détails chamaniques ni rien, mais en fait le maître est convaincu, et son père en était convaincu avant lui, que en fait le jiu-jitsu peut apporter du bien-être aux gens. C'est plus de confiance, c'est de la perte de poids pour certains, c'est une meilleure posture, il y a plein de raisons. C'est cathartique pour d'autres, tu vas te faire du bien, voilà. Oui, ce que disait même Renzo, il disait, moi, quand on me demande, je vends de la confiance, quoi. Exactement. Tu vois, t'as croisé Redouane tout à l'heure, que j'embrasse et que je salue. Redouane, ça lui a apporté beaucoup de posture et de confiance. Pour certains, ils vont faire du sport tous les jours, ils vont se dépenser, ils vont retrouver un groupe de potes, tant qu'ils veulent faire de la compète, voilà. Le jiu-jitsu, ça a énormément de vertus. Et en fait, l'idée de pouvoir développer une académie dans chaque ville, c'est aussi de pouvoir apporter ses bienfaits à tout le monde. Donc c'est pas juste on veut développer des académies pour ouvrir des murs, on veut développer des académies parce qu'on est intimement convaincu, un peu à l'image, pour ça que je ne veux pas faire de chamanisme, mais de ce que dit Gandhi, occupe-toi déjà des tiens et tu feras progresser le monde derrière. Bah, c'est un peu ça. Si on arrive localement à développer cette histoire, cette identité et ces bienfaits, on va parvenir petit à petit à notre façon, peut-être pas changer le monde demain, mais pourquoi pas. Ouais. Bien apporter quelque chose qui plaît aux gens, auquel les gens ont envie d'adhérer, et ils embarquent dans le truc, et ce ne sera pas forcément pour devenir des compétiteurs ou... Ça deviendra des compétiteurs s'ils le veulent, ils deviendront programme director s'ils ont envie, ils viendront juste se marrer comme vous deux, puis prendre des bières ou des gâteaux à la banane après. Exactement, c'est pour ça qu'on a développé tout ça, c'est de se dire, est-ce que les gens sont contents d'être là?
Après, leur objectif, il est divers. Ils sont divers, mais est-ce qu'ils sont contents d'être là? Donc c'est pour ça qu'on veut grandir, grossir, et qu'on veut en ouvrir d'autres. Et que moi, c'est un secret pour personne, j'espère ouvrir à Biarritz par la suite, parce que j'aimerais bien finir par prendre ma retraite dorée et rentrer un peu. Enfin voilà, il y a plein de raisons comme ça. Et on peut pas ne pas en parler, mais juste 3 mots sur le 10-10 que tu as créé aussi. Alors le 10-10, en fait, c'est un concept qui est assez simple. Un jour, j'étais à Montréal, il faut leur rendre à César ce qui est à César. C'est un concept qui a été inventé à l'origine par Bruno Fernandez, le prof de la Gracie Barra à Montréal. Et il utilisait ça pour ses compétiteurs. C'est-à-dire, comment faire qu'ils fassent un peu de cardio. Un combat de ceinture noire, c'est 10 minutes. Moi, quand en adulte, je pouvais avoir jusqu'à 8 tours. Bon, bah 8-10, voilà. 10-10, c'est bien. 10 fois 10 minutes, c'est bien. Tu vois, ça s'est développé comme ça. Et on a une relation qui est très étroite avec la Gracie Barra à Montréal, historiquement, familialement. Moi, ma femme vient passer beaucoup de temps là-bas. Et ce concept-là, j'ai trouvé très cool. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, j'ai des compétiteurs qui veulent tourner ici. Cool, on va leur proposer de faire ça. Et puis un jour, je crois que c'était la Z-Team, qui nous dit, est-ce qu'on peut venir avec vous? On a de super relations avec la Z-Team. Il y a Lutfi qui est dans la pièce à côté, pour ceux qui le cherchent. Si vous ne savez pas où il est juste à côté. Là. Et donc voilà, et on a commencé à dire, bah ouais, bah carrément, venez avec nous. Et puis il y a d'autres personnes que des compétiteurs qui voulaient venir. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit, attends, on a un super truc, on a un super concept, ne le gardons pas pour nous. Au contraire, proposons-le, développons-le. On n'arrive jamais à tous se rencontrer sur un tapis. Là, on va créer en fait une sorte de lieu un peu neutre, où les gens peuvent se rencontrer, se tourner ensemble, se préparer. On fixe pas de règles précises, c'est-à-dire qu'on les détermine au début du 10-10, clé de talon, pas clé de talon, clé machin, tout ça on le met ensemble. Un mois sur deux on fait Guy, un mois sur deux on fait no-Guy, et puis on se marre en fait. L'idée c'est qu'on essaie un peu de se relaxer pendant une soirée, et puis on tourne, on s'entraîne, on a des sparring différents, et puis ça casse un peu cette dynamique de chacun chez nous, parce que moi je suis le premier à la défendre dans la mesure où je pars du principe que j'aime bien être chez moi, mais l'espace d'une soirée, on oublie tout ça et on s'entraîne ensemble. Non mais c'est cool, et puis vous êtes la seule académie ou la seule entité à proposer un open mat, on va dire, régulier, enfin récurrent. Et c'est pour ça qu'en fait on l'a pas brandé Gracie Barra. C'est qu'on voulait pas en fait se dire c'est la Gracie Barra Paris qui organise un truc. On voulait être certain que les gens comprennent bien que c'est un espace qui leur appartient en tant qu'à nous. D'ailleurs c'est pour ça que les photos on les met à dispo de tout le monde, voilà, c'est complètement open. Ok, super. Et donc dans la foulée, juste pour revenir là-dessus, ça a fait boule de neige, on a commencé à créer un concept store, mais un peu comme pour toi en fait, parce qu'on s'est dit qu'on avait accès en fait à des marques, à des infos ou à des offres que personne ne pouvait avoir, donc on voulait pas les garder pour nous. Enfin moi j'ai du monkey tape à foison et je me suis rendu compte que tout le monde en voulait, tout le monde m'en demandait par message. Oui. On va le mettre en vente ce soir-là, après tout, comme ça vous l'avez. On avait Arm Barceau qui nous a dit écoute, nous on fait plein de produits, si ça t'intéresse. Et moi j'aime bien Tchad, on a une super relation, même du temps, je gagnais rien du tout, il était déjà avec moi, donc je pars du principe que je lui renvoie l'ascenseur aujourd'hui. On a beaucoup bossé avec One vs Nick parce que Al, il avait fait un super boulot. On bosse avec Mike maintenant de Vanguard et Ludwig parce que moi j'adore ce qu'il fait et je le trouve, au-delà d'être smartissime, c'est un mec génial. Voilà, puis là on a Stroncho avec Cassio qui s'est greffé avec nous. Enfin, on a développé plein de trucs autour du concept store. Non, puis c'est l'occasion de rendre ces produits accessibles aussi parce que tu prends Monkey Tape. Tu le trouves jamais. Non, mais tu veux le commander aux US, on en parlait tout à l'heure, tu as plus de frais de port que de prix du produit. Tu te fais saigner. Maintenant, tu te refais taper à la douane, ce qui n'était plus le cas pendant un certain nombre d'années, mais là, la douane a remis ses trucs. Donc, c'est aussi la possibilité de trouver des produits complètement qui ne sont pas dispo ailleurs. Quoi. Et derrière, on s'est dit, bah tiens, on pourrait faire un café. Et le 10-10 café, il est né d'un truc tout bête. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas des acai bowls pendant le 10-10 ? Surtout la culture du jiu-jitsu, elle s'arrête pas au tatami. On sait très bien que le jiu-jitsu, c'est pas juste un sport, c'est un lifestyle qui va avec. Et toi, tu le défends encore mieux que quiconque, donc tu le connais par cœur. Le public domaine média, vous faites un super boulot là-dessus. Pour le coup, en termes de lifestyle, tu le vois vraiment. Et du coup, on s'est dit, un acai bowl après le 10-10, ça peut être cool. Bon, on va faire un café. Et c'est juste parti de ça, un blender, Nossa Acai qui nous filait 3 cartons. Et de fil en aiguille, Footspring nous a dit, vous voulez pas des coco whey ? Cool. Et là tout à l'heure je vais rencontrer les gens de chez Humble Plus qui nous disent vous voulez pas des smoothies végétaux ? Carrément, moi je mange pas de viande, plutôt je suis pas un ayatollah du véganisme, mais pour le coup j'essaie de le préconiser le plus possible. Ouais. Et là on a dit carrément. Enfin voilà, en fait c'est des choses qui se sont agglomérées. On a juste voulu ouvrir un champ de possibles et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de bonnes volontés autour de nous, de gens qui étaient d'accord pour nous suivre. Ouais, c'est on ça. s'est dit cool. Et puis ça n'existait pas, la structure entre guillemets dont tout le monde pouvait avoir besoin, que ce soit les pratiquants pour venir ou les marques pour évangéliser ou faire connaître leurs produits, ça n'existait pas avant. Avant, c'était que de la petite épicerie. Puis avant, tu pouvais vaguement acheter un kimono chez Dragon Bleu au fin fond de Rungis. Et j'ai rien contre Rungis ni contre Dragon Bleu, hein, c'est juste que
Moi perso, Rungis, tu vois. Faut y aller que pour ça, c'est. Enfin non quoi. Et surtout que si tu manges pas de viande, en plus, aller à Rungis, c'est un peu. Ouais, ça n'a aucun intérêt. C'est un peu couillon. Si tu veux, ça je peux te raconter rapidement parce que comme il y a Judas à côté, l'histoire de la viande c'est parti d'un truc très bête. Moi j'ai jamais eu d'idéologie autour de la viande et des produits laitiers. En fait, je discutais avec Lagarto quand j'étais au Brésil. Et je disais, j'arrive pas à faire l'entraînement de 10h le matin avec Charopigno et les autres et retourner à 14h faire l'entraînement. Je me sens pas bien en fait. Quand je mange le midi, la fameuse entrecôte le midi, le mistukench et tout ça, je me sentais pas bien. Il fait, moi je mange pas de friture, je fais attention à la viande, j'ai quasiment arrêté, les produits et tout ça terminé. Je dis ah putain, on va essayer. Et je me suis rendu compte que je pouvais enchaîner 10h, 14h, 18h. Je fais ah ouais, il y a quelque chose de pourri au royaume du jiu-jitsu là pour le coup. Ok, on va arrêter la viande. Et de fil en aiguille, je me suis senti mieux. Et après j'ai commencé à arrêter les produits laitiers. Et après j'ai arrêté les fritures, le soda, tiens je me blesse beaucoup moins. Et en fait j'ai juste commencé à lire, à m'éduquer sur ça en me disant ah ouais en fait ça c'est vraiment, il y a un truc qui marche pas quoi. Et c'est ça en fait, c'est parti vraiment de ça, de l'échange avec des plus gradés que moi qui m'ont dit moi ça marche sur moi, t'essaies, ça marche pas. Tu vois, il y en a qui disent moi j'arrête le gluten, moi personnellement le gluten ça n'a pas d'effet positif ou négatif sur moi donc je me suis pas dit j'arrête. Mais par contre j'ai découvert que les sodas, les fritures, le café, moi j'avais la chance de pas fumer, mais tout ça, l'alcool, no way. Enfin, pour le coup j'ai tout supprimé parce que ça me permettait de pouvoir multiplier les entraînements et de me sentir mieux. Voilà. Bah, de mieux récupérer. Exactement. Et dernière question, puisque tu parlais d'une éventuelle académie à Biarritz en donc 2024, 25. Adrien, j'arrive, on va en parler bientôt. Biarritz, moi, comme je te suis sur les réseaux sociaux, je t'y vois souvent. Mais est-ce que, avec ce côté effectivement street culture et beach culture qui est assez connexe du milieu du jiu-jitsu brésilien, est-ce que tu fais un peu de surf, de voile, de skate, J'ai beaucoup skaté. À une période, je me suis beaucoup vautré et j'ai très peur maintenant de me casser un genou ou un pied ou quoi que ce soit. Et c'est con hein, mais c'est fait partie des choses qui me freinent un peu aujourd'hui dans ma pratique de sport à côté. Tu vois maintenant je réfléchis à 2 fois en fait. Skate c'est compliqué mais justement Biarritz le moment venu, voilà du surf, tomber dans l'eau. Du coup, moi alors c'est tout bête hein, mais au Pays Basque j'aime beaucoup la pelote basque. Ah ouais, tu vois, j'adore ça, je trouve ça génial. J'ai découvert ça un jour par hasard à Saint-Jean et je suis tombé amoureux du truc. Moi j'aime beaucoup aussi, ce que j'aime beaucoup à Biarritz, c'est des moments où je peux être tout seul. Tu vois, où je peux me balader, faire du sport, me balader, manger correctement, me reposer. Il y a un côté hyper reposant à Biarritz. Moi je suis devenu un basque d'adoption parce que c'est grâce à ma belle famille que je me suis installé là-bas. Et je me suis senti à la maison et je me suis senti très bien et j'ai beaucoup aimé aussi la mentalité des gens. Et en effet, il y a une vraie connexion avec ce qu'on fait. De toute façon, c'est pas pour rien que tu as beaucoup de surfeurs et beaucoup de jiu-jitsuka pro qui migrent de l'un à l'autre. On prend Bouchécha, il aurait tout à fait pu faire pro comme champion du monde de jiu-jitsu. Pour le coup, il a le talent dans les deux. Et c'est vrai qu'à Biarritz, c'est en fait une sorte de point de rencontre de tous ces univers qui viennent d'un seul coup au même endroit. Tu vas retrouver des tatoueurs, tu as des salons de tatouage de dingue. Tu vas retrouver Deus Ex Machina qui a implanté plein de trucs là-bas dans cet état d'esprit. Tu vas retrouver toute une frange du véganisme et tout ça aussi parce qu'ils sont très portés sur la culture un peu healthy. Tu vas retrouver le surf. Et je me suis dit, putain, c'est chouette ici. Et ça me rappelait en fait le Brésil, mais sans ses mauvais côtés, si je peux en parler. Et je me suis dit, c'est chouette quoi. Et moi par exemple, j'ai jamais été un aficionado de la Californie. J'ai eu l'occasion plusieurs fois qu'on me propose d'y aller pour m'y installer. Et je me suis toujours dit, Et en fait, à Biarritz, j'ai trouvé tous les bons côtés sans les mauvais. Donc, je me suis dit, c'est là qu'en fait il faut que je finisse quoi. Ok. Et ben c'est dans la boîte. Merci.